Bonjour, alors suite du cours sur température et énergie interne. Donc nous allons voir dans cette vidéo la notion d'énergie interne d'un corps ou d'une substance. Alors l'énergie interne d'une substance, d'un corps, en physique elle se note U majuscule. Et comme toutes les énergies, eh bien, elle se mesure en joules. Donc le symbole J majuscule. Alors pour bien comprendre à quoi correspond l'énergie interne, pour faire simple, si vous voulez, l'énergie interne correspond au réservoir d'énergie d'un corps ou d'une substance. Autrement dit, l'énergie interne d'un corps correspond à toute l'énergie disponible, ou en tout cas qu'on pourrait récupérer à partir de ce corps. Voilà la notion d'énergie interne. Euh, Cette énergie, elle est due à quoi? Alors cette énergie, elle est due à plusieurs choses. On a vu dans la vidéo précédente que un corps est caractérisé par une agitation moléculaire. C'est cette agitation moléculaire d'ailleurs qui permet de définir la température d'un corps. Cette agitation moléculaire, quand on parle d'agitation moléculaire, il y a évidemment une notion de vitesse, quand on parle d'agitation ou de mouvement. Eh bien, en physique, il existe une énergie qui correspond et qui est équivalente et qui fait intervenir cette notion de vitesse. C'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc en fait, dans l'énergie interne d'un corps, vous avez une composante qui correspondra à l'énergie cinétique, énergie due au mouvement des différentes molécules. Cette énergie cinétique, on va la noter EC. Alors, mais pas uniquement. Vous allez avoir aussi de l'énergie qui est utilisée et qui intervient dans les liaisons entre les atomes ou entre les molécules. Des énergies de liaison. Vous allez avoir aussi des forces électriques qui interviennent, je ne vais pas détailler ici, mais qui vont intervenir à l'intérieur de ces corps. Eh bien, toute cette énergie globale, due aux forces électriques, aux énergies de liaison, et bien tout ceci, on va l'appeler l'énergie potentielle. Alors, l'énergie interne d'une substance, U, ça va être quoi? Ça va être tout simplement la somme de l'énergie cinétique de ce corps, des molécules, énergie cinétique moléculaire, si vous voulez, plus cette énergie potentielle. Voilà. Et tout ça va constituer l'énergie interne d'une substance. Donc je répète, énergie interne d'une substance, réservoir, quantité d'énergie disponible à partir de cette substance. Donc évidemment, tout ceci sera exprimé en joules. Alors, comment est-ce qu'on peut faire varier l'énergie interne d'une substance? Eh bien, tout simplement en lui donnant ou en lui retirant de l'énergie. Alors, un exemple simple, pour donner de l'énergie à une substance, imaginons, alors voilà, j'ai une substance que je représente par ce cube vert, et je vais donner de l'énergie à cette substance. Par exemple, en la chauffant. Donc, quand je chauffe une substance, eh bien, je vais transférer de l'énergie. Alors, cette énergie, évidemment, elle est sous forme de chaleur. Cette chaleur va être transférée à la substance va récupérer cette énergie. Quand elle va récupérer cette énergie sous forme de chaleur, cette énergie va augmenter l'agitation moléculaire. Donc l'agitation moléculaire de la substance va augmenter. Si l'agitation moléculaire augmente, eh bien évidemment la température va augmenter. Alors, quand je vais donner de la chaleur à une substance, sa température va augmenter, mais évidemment son énergie interne va augmenter, puisque cette énergie que je lui ai donnée, elle a été récupérée par la substance. Donc son énergie interne va augmenter. Donc vous voyez qu'il y a un lien direct entre l'énergie interne et la température. Quand l'énergie interne d'une substance augmente, eh bien en général sa température augmente. Ce n'est pas toujours le cas, mais en général c'est quand même ce qui se passe. Cette quantité de chaleur, la quantité de chaleur en physique, cette énergie on la note et on la représente par la lettre Q majuscule. Chaleur, c'est une énergie, et on va la noter Q, et évidemment, comme toutes les énergies, on l'exprimera en joules.
Alors, si cette substance, au départ, avait une énergie interne, que je vais noter UI, I pour initial, hein, l'énergie interne que j'ai au départ. Et puis, à la fin de cette petite expérience, l'énergie interne de la substance, je vais la noter UF, F pour final. Donc vous voyez que cette variation d'énergie interne, on va pouvoir la noter énergie finale moins énergie initiale. Alors en physique, ça se note comme ça, delta U. Hein, quand on fait une différence, on utilise la lettre grecque delta. Cette variation d'énergie interne, elle correspond à quoi? Elle correspond tout simplement à la chaleur, à la quantité de chaleur que j'ai donnée à la substance. Autrement dit, on pourra écrire que la quantité de chaleur Q que l'on a donnée à la substance est égale à sa variation d'énergie interne. Alors, on va avoir deux cas possibles. Hein. Cette variation d'énergie interne, elle peut être positive. Dans ce cas-là, hein, la chaleur a été donnée à la substance. Ce qui fait d'ailleurs que sa température augmente. Mais cette variation d'énergie interne, elle peut très bien être négative. Et dans ce cas-là, ce n'est pas de la chaleur qu'on a donnée à la substance, c'est de la chaleur que l'on a pris à la substance ou au corps. Et dans ce cas-là, évidemment, tout ça, ça va s'accompagner d'une diminution de température. Donc ça, ce sera une augmentation de température, ça, ce sera une diminution de température. Ça, ce sera détaillé un petit peu plus en terminale. Donc ce que vous devez retenir ici, c'est qu'on peut faire varier l'énergie interne d'une substance avec de la chaleur, alors soit en lui apportant de la chaleur, soit en lui retirant de la chaleur. Alors comment est-ce qu'on peut calculer cette quantité de chaleur que l'on donne, ou cette variation d'énergie interne? Eh bien en fait, on constate que, alors si on prend un corps de masse M, que je vais exprimer en kilogrammes, je fais varier sa température, variation de température, hein, d'une température initiale vers une température finale. Voilà, je mets un I pour initial et F final. Eh bien en fait, on peut considérer, enfin, plus que considérer, hein, la relation qui permet de calculer cette quantité de chaleur échangée, ou cette variation d'énergie interne, elle est tout simplement égale au produit de la masse du corps, multiplié par C, un coefficient, que je vais vous expliquer ensuite, multiplié par la variation de température de ce corps, autrement dit la température finale, moins la température initiale. Donc ça, c'est la variation d'énergie interne, c'est la même chose que la quantité de chaleur, on vient de le voir. Voilà une expression à apprendre et à retenir. Alors très souvent, dans les exercices, soit on écrira variation d'énergie interne, ou parfois on écrira directement quantité de chaleur, puisque cette énergie, ce transfert d'énergie, correspond à une quantité de chaleur, hein, avec une variation donc de température θF moins, TF moins TI. Cette relation, elle est à connaître, et évidemment, vous devez connaître les unités. Q, c'est une quantité de chaleur, c'est une énergie. On l'exprimera en joules. M, c'est la masse, vous l'exprimerez en kilogrammes. La variation de température. Alors, la variation de température, vous pourrez l'exprimer soit en degrés Celsius, alors à condition d'exprimer les deux températures en degrés Celsius, ou vous pourrez l'exprimer en Kelvin. Je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo pourquoi ça n'a pas d'importance d'exprimer, et que ça revient au même d'exprimer soit les deux températures en degrés Celsius ou les deux températures en Kelvin. Hors de question d'en exprimer une en degrés Celsius et l'autre en Kelvin. Hein. Vous utilisez les mêmes unités pour les deux températures. Et enfin C. Alors C, c'est quoi? C, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique. Capacité thermique massique. Et elle s'exprime en, si vous regardez les unités là, elle s'exprime en joules par kilogramme par degré Celsius ou joules par kilogramme par Kelvin. C'est la même chose. Alors ça correspond à quoi? Pour ça, je vais vous donner un exemple très concret. La capacité thermique massique de l'eau, elle vaut 4185 joules par kilogramme par degré Celsius. Ça signifie quoi cette valeur? Eh bien ça signifie tout simplement que si vous prenez 1 kg d'eau,
Alors 1 kg d'eau, dans les conditions normales, vous savez que ça correspond à la même chose que 1 litre d'eau. C'est la même chose. Si vous prenez 1 litre d'eau et que vous voulez augmenter sa température de 1 degré Celsius, autrement dit, par exemple, je prends 1 litre d'eau et je voudrais augmenter la température de ce litre d'eau, je voudrais la faire passer par exemple, je sais pas moi, de 10 degrés à 11 degrés Celsius, ou de 88 degrés Celsius à 89. Vous voyez une variation de 1 degré Celsius. Eh bien, pour chauffer ce litre d'eau de 1 degré Celsius, il va falloir que je dépense une énergie de 4185 joules. Voilà. Donc ça nous permet de savoir, par exemple, le chauffage, le type de chauffage que je vais devoir utiliser, la durée de chauffe que je vais devoir utiliser pour élever la température de 1 degré de 1 litre d'eau. Une petite remarque, vous voyez que la quantité d'énergie 4185 est la même pour faire passer de l'énergie d'un litre d'eau, pour faire passer la température de ce litre d'eau de 10 à 11 degrés, c'est la même chose que pour faire passer la température de 88 à 89 degrés. À chaque fois que j'augmente la température d'un litre, de 1 degré pour 1 litre d'eau, eh bien je dépense à chaque fois 4185 joules. Ça signifie aussi que si je diminue la température de ce litre d'eau va fournir une énergie de 4185 joules. Ça marche évidemment dans les deux sens. Voilà la notion de capacité thermique massique. Bien, alors maintenant je voudrais vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi ça revient au même dans la relation Q est égal à MC, alors TF moins TI, voilà, ou Q égale MC θF moins θI. Autrement dit, pourquoi est-ce que ça revient au même si j'utilise cette relation avec des températures en Kelvin ou des températures en degrés Celsius? Eh bien, par exemple, on va prendre un exemple tout simple. Imaginons que la variation de température, je prends pour une température initiale, on va prendre 10 degrés Celsius, et la température finale, on va prendre 20 degrés Celsius. Alors vous voyez que si je fais la différence de température entre la température finale et initiale en degrés Celsius, 20 moins 10, évidemment 20 moins 10 est égal à 10, ce qui signifie que la variation de température en degrés Celsius, elle est de 10 degrés. Maintenant, si j'exprime ces températures en Kelvin, vous vous rappelez de la relation, la température en Kelvin, je vous la remets ici, c'est la température en degrés Celsius plus 273,15. Eh bien, si je veux exprimer ces deux températures, la température initiale, donc c'est 10 degrés plus 273, donc 283,15, et puis la température finale, eh bien, ce sera 293,15. Donc finalement, quand je fais température finale moins température initiale, je fais 200, alors je virerai les virgules 15 pour que ça aille un petit peu plus vite, 293 moins en gros 283, et évidemment vous obtenez 10 Kelvin. Donc la variation de température en Kelvin, elle vaut 10. Donc vous voyez que dans vos calculs, le 10, vous le retrouvez évidemment ici. Donc cette valeur 10, vous la retrouvez que vos températures soient en Kelvin ou en degrés Celsius. Voilà pourquoi dans la relation, vous pourrez utiliser ou des degrés Celsius ou des Kelvin. Évidemment, ne pas mélanger les deux. Vous n'exprimerez pas une température en Kelvin et l'autre en degrés Celsius. Voilà aussi pourquoi la capacité thermique massique s'exprime en joules par kilogramme par degré Celsius, ou parfois, vous la verrez en joules par kilogramme par Kelvin. Ça revient à la même chose. Une variation de 1 degré Celsius, c'est aussi une variation de 1 Kelvin. Voilà pour cette notion d'énergie interne. Et bien écoutez, maintenant il ne vous reste plus qu'à faire quelques exercices. Et d'ici le prochain cours, eh bien, je vous dis à bientôt.